profiter de partir à Paris, passer les fêtes. En arrivant au bas de la passerelle de l'avion, j'ai trouvé une 305 blanche aux couleurs d'Air France et dans laquelle j'ai vu des jeunes hommes avec des armes. Et je m'étais dit que c'était des gens qui étaient là pour faire leur boulot de policier. Tout se passe normalement jusqu'au moment où 4 policiers arrivent par l'avant, vont au poste de pilotage, demandent à ce que le commandant fasse une annonce pour prévenir qu'ils vont faire une inspection supplémentaire des passeports. Il m'a dit votre passeport. Il a regardé comme ça, il m'a dit t'es algérienne. J'ai dit oui, je suis algérienne. Il m'a dit pourquoi tu parles français. J'ai dit je sais pas, peut-être c'est une question d'habitude, on parle plus français que l'arabe et tout. Il m'a dit ah, c'est ça. Et après il m'a dit pourquoi tu mets pas le voile. Je dis je mets pas le voile parce que c'est le dernier de mes soucis. Il me dit monsieur, vos passeports. Je dis pourquoi je vous donne mon passeport avec un pistolet. Je dis je vous donne pas mon passeport. Il me dit si vous y me la donnez, je vous tue. Croyant avoir affaire à des collègues, un passager appartenant à la police algérienne signale sa présence. Il l'emmène d'une façon tout à fait naturelle. Il l'accompagne jusqu'à la porte. Ils se font la bise sur le pas de la porte et le tuent d'une balle dans le dos ou dans la tête. Et le policier est tombé sur le côté droit. J'ai vu la balle quand il est sorti de son front parce que j'ai été là. Ils l'ont tué. J'ai vu des gens jeter leur verre de champagne un peu au loin pour dire que, apparemment pour montrer qu'ils ne buvaient pas. Et puis j'entends derrière moi dire Aghlaq al-bab, aghlaq al-bab. Fermez la porte. Et donc celui qui s'avérera être Yahya passe devant nous en disant on est des terroristes, on est des GIA, on est des moudjahidines. C'est la douche froide, on n'a plus d'espoir, on sait que là on est dans la catastrophe et que le risque c'est qu'on y passe tous. Le piège vient de se refermer. 4 terroristes se faisant passer pour des policiers viennent de prendre en otage un Airbus A300 d'Air France avec à son bord 271 passagers et 12 membres d'équipage. Les 4 terroristes se réclament du GIA. Les groupes islamiques armés ont été créés au début des années 1990 par les éléments les plus radicaux de la mouvance islamiste. Ils s'en sont pris d'abord aux forces de sécurité avant de mener leur guerre contre l'ensemble de la société algérienne. Depuis, certains terroristes ont déposé les armes en échange de remise de peine. C'est le cas de Omar Chiré, seul survivant en liberté du groupe des 9 fondateurs du GIA. Il s'exprime pour la première fois sur une chaîne de télévision étrangère. L'affaire de l'Airbus français, qui a eu lieu à la fin de l'année 1994, avait été planifiée depuis longtemps par des membres du groupe islamique armé. À leur tête, il y avait Djamel Zitouni, Abdallah Kranfel et Yahya. Ces 3 personnes sont les instigateurs du détournement de l'avion. Les 4 terroristes étaient munis de ces faux badges de policiers. Ils se sont introduits par l'entrée du personnel de l'aéroport grâce à la complicité d'un commissaire de police, lui-même membre du GIA. Ils se sont ensuite rendus au pied de l'avion, à bord d'un véhicule d'Air France mis à leur disposition par un complice algérien employé par la compagnie française. C'est grâce à cette voiture qu'ils ont pu librement circuler sur le tarmac, sans éveiller les soupçons des services de sécurité algériens. Les terroristes sont montés à bord avec des armes, certes, mais je dirais les mains dans les poches. Enfin, dans tous les cas, ils n'avaient pas de bagages. Et puis, au bout de quelques heures, à un moment où j'ai froid, je vais chercher mon manteau dans le vestiaire et je trouve un sac. Un sac qui, visiblement, n'est pas un sac de navigant. Et à ce moment-là, Yahya arrive et me dit « Non, c'est à moi, excuse-moi de l'avoir mis là, je ne savais pas où le mettre, je l'ai mis là. » Bon, ben non, tu peux le mettre là, c'est pas un problème, ne me dérange pas du tout. Et dans ce sac, il y avait non seulement des armes, mais ce que j'appellerais des provisions de bouche. Il y avait des dattes, il y avait des briques de jus d'orange, enfin il y avait des tas de choses, enfin il y avait leurs affaires. Dont les explosifs. C'est le 3e niveau de complicité. Seuls les agents de nettoyage et d'approvisionnement employés par la compagnie française
ont eu accès à l'appareil durant son escale à Alger. C'est donc l'un de ces agents qui a introduit le sac. 2 employés d'Air France et un commissaire de police algérien, tous membres du GIA, ont donc permis aux 4 terroristes de prendre possession de l'avion. Les 2 employés ont plongé dans la clandestinité. Le commissaire a rejoint le port d'Alger où il exerçait à la police des frontières. Ce commissaire, haut responsable du GIA, périra lors de son arrestation. Nous établirons un État islamique avec l'aide de Dieu et malgré la France. Premier partenaire économique de l'Algérie, l'ex-puissance coloniale est dans le collimateur des islamistes. Les GIA ont adressé un ultimatum enjoignant, à compter du 1er novembre 1993, à tous les ressortissants étrangers de partir. Depuis lors, 24 Français ont été assassinés. En septembre 1994, Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur, lance un vaste coup de filet dans les milieux du GIA en France. Pour Jamel Zitouni, chef du GIA, l'heure de la vengeance a sonné. L'objectif de ce détournement était de faire passer le message du groupe islamique armé en France. En effet, le GIA pensait que la France apportait un soutien total au régime algérien. Bref, pour le GIA, l'Algérie, c'était la France. Il s'agissait donc de pousser la France à cesser de soutenir le pouvoir et le régime algérien. Qu'est-ce que pouvait faire la France? Elle pouvait assurer le gouvernement régulier de son aide financière, lui donner éventuellement son avis sur la situation, mais c'était largement et avant tout un problème strictement algérien. Les passagers n'ont pas les mêmes informations que nous, parce que le commando parle arabe avec les passagers, ne parle que français avec nous, ils n'ont pas forcément les mêmes motivations. Ils ont tout intérêt à ce que l'équipage continue à coopérer, donc ils ne vont pas nous braquer, donc ils ne vont pas nous dire peut-être toute la vérité. Ils étaient bien habillés en costume, cravate, ils avaient des imperméables marines, des costumes bleu marine. Ils ont tous les 4 des rôles tout à fait différents. Bon, Yahya, le chef, bien sûr, donne les ordres. Je pense plus d'avoir un étudiant, il est souriant, détendu. Il m'a dit, vous allez voir, on va mourir, c'est pas une vie, il y a une autre ville mieux que ça, il y a le paradis. J'ai dit, moi, j'ai pas besoin de paradis. J'ai dit, moi, vous me laissez, j'ai 7 gosses, vous me laissez partir. J'ai dit, moi, je fais pas de la politique, ni avec les Français, ni avec les Algériens. J'ai dit, moi, je travaille pour mes gosses, s'il vous plaît, écoute, vous me laissez partir. Il me dit non. Il me dit, on va mourir ensemble. J'aurais donné des noms parce qu'il fallait bien les différencier. Bobby, c'est celui qui va tirer de sang-froid sur les victimes. L'autre fille, c'est celui qui va endoctriner tout le monde tout le temps, avec la prière et avec les incantations. Il m'avait vraiment, vraiment marqué. Il était moche, il avait une bosse sur la tête. En plus, il parlait avec des nerfs et il tremblait, il faisait sage. Et puis le 4e, alors lui, il a l'air complètement perdu. Lorsque le commando donc prend possession de l'avion, il remarque quand même il y a des tas de choses qui ne sont pas conformes à ses idées de l'islam. À savoir que hommes et femmes sont mélangés, même s'ils ne sont pas de la même famille, que toilettes hommes ou femmes, c'est pas séparé, et que les femmes, dans l'avion, elles ne sont pas couvertes. Bon, la première des choses, c'était de mettre le foulard. Donc, il y avait les hôtesses de l'air, elles nous ont donné les petites couvertures d'Air France. On a mis sur la tête. Il demande au commandant de décoller, de partir. Seulement, il y a cette fameuse passerelle qui est devant l'aile. Et ce que ne savent pas les terroristes, c'est qu'il n'y a pas de marche arrière sur un avion, donc on ne peut pas se dégager. Il faut que le sol enlève cette passerelle pour que l'on puisse décoller. Cette passerelle devient obsédante puisqu'elle est là et qu'elle nous bloque. Donc toutes les négociations qui vont être faites avec la tour seront autour de cette passerelle, déjà dans un premier temps, enlever la passerelle pour qu'on puisse partir. Après, il y aura d'autres négociations
improvisé par le commando. Ils vont demander des libérations, mais la première chose, c'est enlever la passerelle. Les 4 terroristes sont donc pris à leur propre piège. La première phase du détournement est un échec, l'avion ne peut pas décoller, une autre histoire commence. C'était des gens qui étaient prêts à mourir et qui étaient là pour mourir. Ils étaient sûrs et certains qu'ils allaient mourir. Parce qu'ils nous ont dit, de toutes les façons, on va partir jusqu'à Paris et faire exploser l'avion. On va tous mourir et vous allez voir, vous n'allez rien sentir. Oui, c'est vrai. Le but était de faire exploser l'avion dans le ciel de France. Le détournement a lieu en Algérie. En France, on s'interroge sur la conduite à tenir. Pouvait-on faire confiance aux Algériens pour régler la question, aux autorités algériennes? Nous redoutions que les autorités algériennes, et notamment les services algériens, n'aient pas le désir de faire les choses, enfin le désir ou le moyen de faire les choses au moindre frais et au moindre coût. En décembre 1994, une lutte fratricide divise les rangs de la droite. L'élection présidentielle d'avril 1995 est dans tous les esprits. Le ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua, soutient Édouard Balladur, tandis qu'Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères, a opté pour Jacques Chirac. L'un et l'autre ne défendent donc pas les mêmes intérêts. Charles Pasqua a à cœur que la crise se dénoue à Alger afin qu'un éventuel massacre ne soit pas imputé à son poulain. Ma conviction, c'est que la seule façon d'éviter une issue tragique, c'était d'obtenir le départ de l'avion et de s'orienter vers un atterrissage en France, de façon que nous puissions alors, avec nos propres moyens et nos propres méthodes, traiter l'opération. Je sais bien que ça présentait beaucoup de risques. De risques humains, et puis soyons clairs, de risques politiques. Parce que dès lors que l'avion rentrait en France, c'était aux autorités françaises à régler le problème et à supporter seule la responsabilité d'un échec ou d'un drame éventuel. Le candidat Édouard Balladur redoute donc un bain de sang aux conséquences politiques désastreuses. Chacun a en tête le souvenir du massacre de la grotte d'Ouvéa en Nouvelle-Calédonie en 1988, à la veille de la précédente élection présidentielle. De leur côté, les autorités algériennes, pointilleuses sur tout ce qui touche à leur souveraineté, entendent quant à elles dénouer elles-mêmes cette crise. Un des terroristes, enfin celui qui avait la bosse là, il est venu parler avec le Vietnamien. Il lui a dit lève-toi, il l'a pris avec lui. Il lui a dit maintenant tu peux partir. Il était tout content, le Vietnamien. Il a dit oh merci, vous êtes gentil. Il a mis son impair qu'il a plié autour de son bras. Il a pris sa mallette et il allait sortir. Il nous a salués, il nous a dit au revoir et tout. Donc lui, il était devant et le terroriste était juste derrière lui. Juste au moment où il allait sortir, c'est-à-dire il avait un pied à l'intérieur et un pied à l'extérieur. Le plus normalement du monde, il croyait qu'il était libéré. Sur la passerelle, une balle dans la nuque. Il n'avait pas vu sa mort. En fait, c'était un Vietnamien qui est rentré parce que sa femme venait d'accoucher. Les relations entre les autorités algériennes et les autorités françaises commencent à se tendre. Les interlocuteurs algériens nous faisaient passer le message selon lequel ils avaient la situation sous contrôle. Et ça prêtait à régler le problème. Et donc il fallait décrypter, d'une part, les messages plutôt rassurants des autorités algériennes et les messages plutôt alarmistes de nos diplomates. Et nous sommes en relation avec nos collègues en France pour les rassurer. Il ne faut pas oublier que c'est Noël aujourd'hui pour eux. Il y a un énervement évident et compréhensible. Nous avons tout fait pour les calmer, leur expliquer de la manière la plus vraie la situation que nous vivons nous-mêmes à Alger. À Alger, on sait que l'on va devoir gérer une crise politique majeure. Dans un premier temps, le ministre de l'Intérieur, Abdelmajid Méziane Chérif, qui conduit les négociations depuis la tour de contrôle, obtient au compte-gouttes la libération de plusieurs passagers. En tout, 63 otages sont libérés. Ces derniers, interrogés par les services de sécurité algériens, vont peu à peu fournir de précieuses informations sur le commando, ses intentions, sa détermination et son armement. On sait donc qu'il dispose de pistolets automatiques, de pistolets mitrailleurs Kalachnikov et Uzi.
que les terroristes portent scotchés sur eux des grenades prédégoupillées et qu'ils ont montré une bombe prête à exploser. Les autorités algériennes pensent détenir une carte maîtresse. La police algérienne a ramené la maman de Yahya, qui est le chef des terroristes. Ils ont ramené sa maman et son fils. Sa mère essaie à le rendre à la raison, lui dit non. Il a dit maman, mon fils, je vous aime très très fort, pardonnez-moi, mais le devoir m'appelle. C'est sur cette passerelle, à l'avant-gauche de l'appareil, que gisent encore les cadavres du policier algérien et du diplomate vietnamien. Il y a toujours cet énorme problème, la passerelle, c'est le problème récurrent, elle est là et on peut pas l'enlever. Bon. Yahya a des idées. Il demande à un jeune, il demande s'il a son permis de conduire, il doit y avoir les clés du camion, tu recules le camion et puis on va pouvoir partir. Donc ce jeune descend, effectivement met en route le camion, mais les vérins hydrauliques sont fichés dans le tarmac, donc on ne peut pas reculer. Il remonte dans l'avion dépité et il dit j'ai pas pu, j'ai pas réussi. Il donne les clés à Yahya et puis Yahya lui dit mais écoute, t'as fait tout ton possible, je t'avais promis la liberté, au revoir, tu peux partir. Donc il quitte l'avion. J'ai dit, moi, j'ai travaillé à Orly, j'ai travaillé en 63, 64, je conduisais la passerelle. Il m'a dit, alors vous allez sortir. Il m'a négocié avec la police algérienne ou avec l'État. Il a dit, c'est M. Bétron qui va sortir. J'ai dit que je vais revenir. Alors il m'a dit, alors vous laissez vos affaires ici. Il m'a enlevé la montre, il m'a enlevé ma chevalière, il m'a enlevé ma gourmette, on m'a enlevé le... J'en avais 22 000 ou 24 000 en argent français, j'en avais 30 000 à peu près en argent algérien. Il m'a dit, vous laissez ça. Je le vois qui va ouvrir la portière de l'avion, là où il y a la passerelle. Et c'est la police qui ils ont mis la lumière, on me dit saute, 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 je me suis sauté. Puis ça traîne. Ça traîne. Et puis au bout d'un moment, on réalise qu'il ne remontera pas. Et que lui a profité du fait qu'il était en bas pour se sauver. Et là, Yahya est foudrage. Foudrage, et vraiment, c'est une véritable colère. Nous sommes très déçus. Nous en voulons beaucoup à ce monsieur, même si on comprend. Immédiatement après son évasion, Ahmed Betron est interrogé par les services de renseignement algériens. L'interrogatoire va durer 5 heures. On m'a donné des photos, je l'ai fait voir les 4 terroristes qui étaient dans l'emblème de la police. Je dis c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. C'est là où c'est vraiment qu'ils ont déterminé les terroristes. À Paris, la tension monte encore d'un cran. Le gouvernement décide de précipiter le règlement de la crise. C'était sur moi que reposait la responsabilité finale. J'ai écouté tout le monde, bien entendu, et puis j'ai pris ma décision. Première décision, demander aux Algériens l'autorisation que les services français interviennent. Et dans ce but, ils avaient été acheminés dans une position intermédiaire en Méditerranée. C'est le GIGN qui est chargé de cette mission. Comme tous les membres de ce corps d'élite, Denis Favier, son commandant de l'époque, ne peut montrer son visage. Le premier signal qui consiste à dire que le pays prend en compte cette difficulté-là, c'est de prépositionner le GIGN sur une île espagnole de Méditerranée, à Majorque. C'est une réponse, c'est un signal qui consiste à dire qu'on a pris en compte le dossier. Et le GIGN se prépositionne là au cas où il faudrait s'engager en Algérie. Les autorités algériennes s'y sont refusées, au nom de la souveraineté de l'Algérie. Très bien. Alors à partir de là, il n'y avait qu'une solution, c'est de ramener l'avion en France.
La seule revendication qu'ils avaient, c'était de décoller. Je crois qu'ils n'étaient pas très entraînés, pas très préparés. C'était de la confusion à tous les niveaux. Et pour cause, le plan du détournement n'a pas été exécuté conformément à ce qu'avait prévu Jamel Zitouni. Au départ, il était prévu de faire monter 10 hommes à bord de l'avion. Mais par manque de temps et par crainte de voir les services de sécurité algériens déjouer l'opération, il a été finalement décidé de ramener le nombre de personnes à 4. Nous avons établi que 10 jours plus tôt, lors d'un accrochage, les forces de sécurité ont neutralisé un terroriste qui devait participer au détournement, l'émir Jamel. Craignant qu'ils n'éventent leur projet durant son interrogatoire, Yahya a décidé seul de précipiter l'opération sans en informer son chef, Abdallah Kronfeld, qui devait commander l'action. Au départ, l'opération était programmée pour le 31 décembre. C'est au maquis, par la radio, que Jamel Zitouni, le chef du GIA, a appris en fin d'après-midi la nouvelle du détournement. Surpris, il improvise alors des communiqués. Ceux-ci n'ont jamais été rendus publics. Dans le premier, il exige la libération des leaders historiques du FIS, Abbassi Madani et Ali Benhadj, ainsi que celle entre autres de l'ancien chef du GIA, Abdelhak Layada. Vers 3h04 du matin, il y avait un cri d'un homme, un cri bestial, d'une bête blessée. Il était tellement déchirant et très fort dans la nuit, surtout que c'était le silence total, que ça m'a traversé tout le corps. C'était un homme de plus d'une soixantaine d'années qui venait de perdre la raison. Désormais seul maître à bord, Yahya continue d'exiger que l'avion puisse décoller pour Paris. La famille de Yahya Abdallah n'est pas inconnue. Hassan, son père, est jardinier à l'ambassade de France. Un fonctionnaire français a été convié quelques mois plus tôt au mariage de l'un de ses frères, chauffeur à l'ambassade de France. Ce dernier deviendra par la suite l'émissaire de Jamel Zitouni auprès de l'ambassade de France. Émir des Eucalyptus, l'un des quartiers les plus chauds d'Alger, Yahya a déjà à son actif de nombreuses opérations terroristes. Il s'est notamment illustré en participant à l'enlèvement de 3 agents consulaires français en octobre 1993, puis 4 mois avant le détournement en participant à une attaque kamikaze contre la cité Ain Allah où résidaient des fonctionnaires français. Ce jour-là, avec Jamel Zitouni, ils ont tué 5 personnes. Une grille empêchera Yahya de précipiter contre le bâtiment un véhicule chargé d'explosifs. Il faut comprendre que très rapidement, notre impression est que le danger est à l'extérieur et non pas à l'intérieur. À l'intérieur, le danger, il est connu. Ce sont ces 4 hommes en armes. Mais ça, quelque part, on peut en faire notre affaire. Ce sont des humains, on peut dialoguer, on peut discuter avec eux. Mais tout ce qui se passe à l'extérieur, on ne sait pas ce que c'est. Et on ne sait surtout pas ce que vont faire les ninjas. S'ils vont attaquer, et dans quelle mesure ils vont attaquer. On met un soldat sur le tarmac, bien visible, un peu au loin, et les terroristes, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent à l'une des hôtesses de l'air d'ouvrir doucement la porte de l'avion. Une fois qu'elle est ouverte, ils mettent la Kalachnikov sur l'épaule de la dame et tirent sur le bonhomme. Et l'hôtesse servait de bouclier. Bobby me demande d'ouvrir la porte pour tirer à l'extérieur, donc toujours pour faire voir qu'ils ont des armes, qu'ils savent s'en servir, qu'ils ne sont pas là pour rigoler. Et je vois derrière une petite casemate qu'il y a 2 ninjas, un qui est agenouillé et l'autre qui est debout, et qui tiennent en joue l'avion. Et je préviens Bobby en lui disant « Attention, regarde, ils sont là, faut pas te faire tirer dessus. » Bien sûr, parce que s'il est touché, comment vont réagir les 3 autres? Donc il faut absolument qu'on les protège.
Les autorités françaises se tiennent prêtes à négocier avec les terroristes. On envisage un temps d'offrir une rançon contre la libération des otages. Le GIA, quant à lui, prend l'initiative d'entamer des pourparlers directs avec les autorités françaises à Alger. Abdallah Kronfel, le chef du commando qui n'a pu participer à l'opération, va rencontrer clandestinement un membre de l'ambassade de France. Dans un communiqué inédit à ce jour, Jamel Zitouni confirme que la rencontre a bien eu lieu. Nous exigeons que le frère Abdallah Kronfel, négociateur mandaté par le GIA, qui est entré en contact avec l'ambassade de France, monte à bord de l'avion avec son arme afin qu'il prenne toutes les dispositions sécuritaires à même de permettre le succès des négociations. Plus tard, en juin 1995, Al-Ansar, organe du GIA diffusé à Londres et animé par la mouvance Ben Laden, menace encore la France. L'épisode de l'avion n'est qu'un message qui a permis à quelques jeunes d'enfourcher les montures de l'héroïsme. Ce message portait l'empreinte de jeunes désirant pratiquer un tourisme exhalant le parfum du martyr. Que la France s'attende à recevoir des messages plus clairs, que les enfants de l'adultère préparent des chaises devant leur téléviseur. C'est le même Abdallah Kronfel qui avait négocié avec l'ambassade de France qui sera chargé par Jamel Zitouni d'orchestrer la campagne d'attentats de l'été 1995 en France. J'avais la vessie pleine et je devais aller aux toilettes. Et c'était le moment que j'appréhendais le plus. Dès que je me suis levé, j'ai vu pointer des doigts partout vers moi. De retour des toilettes, il y a le terroriste qui me demande mon passeport. Je lui ai donné. Et sur le passeport, c'est écrit « un responsable politique ». Et là, il écarquait les yeux, il prend mon passeport, il revient avec le tueur. Et là, ça ne badinait plus. Il m'emmène en cabine première classe. J'avais 2 pistolets braqués sur moi. L'un sur la tempe gauche, l'autre sur la nuque. Et à droite, il y avait Yahya qui donnait les instructions. Il m'a demandé de vider mes poches. Je les ai vidées. Il y avait une carte de visite, Farhat, chanteur. Et le bonhomme prend ma carte de visite, il m'a dit, c'est qui ce Farhat chanteur? J'ai dit, c'est moi. Ah bon? Tu ne sais pas que dans l'islam, il est haram, c'est péché, que c'est interdit qu'un homme chante? J'ai dit non, je ne savais pas. Personne ne te l'a jamais dit? J'ai dit non, personne. Il faut que tu saches que dorénavant, chanter est interdit. J'ai dit si je m'en sors. Il m'a dit tu as tout à fait raison, parce que de toute façon on va te buter. Je crois qu'il a eu la bonne réponse. Il a dit aux terroristes, si vous me tuez, c'est au gouvernement que vous rendez service. Ils m'ont emmené dans le cockpit. Le commandant de bord m'explique comment fonctionne la radio. Il faut appuyer pour parler. Allô, la tour de contrôle. Une voix lointaine, pratiquement inhumaine, quoi, impersonnelle. Elle répond oui. J'ai dit ce que vous appelez terroriste. Il appuie sur le canon du pistolet sur ma table. Il m'a dit Moudjahidine. J'ai dit, et qui eux se dénomment Moudjahidine, s'offusquent du fait que vous ayez promis la libération de leurs chouyours à 10h du matin et il est 10h27. Vous ne l'avez pas fait. Les chouyours, les chefs du fils, bien évidemment pour les autorités algériennes, il est hors de question de les libérer. Et puis ils m'ont ramené à ma place. En me ramenant à ma place, je venais d'échapper à la mort. J'ai pris ma décision dans le courant de l'après-midi. Et à ce moment-là, j'ai eu toute une série de téléphones avec Alger, d'abord avec le Premier ministre, que j'ai trouvé assez embarrassé, pour demander qu'on fasse rentrer l'avion. Et puis j'ai appelé le président de la République, M. Zeroual, et je lui ai parlé de façon, je dois le dire, assez véhémente. J'ai dit au président Zeroual, vous ne pouvez pas à la fois refuser l'intervention des services français et refuser que la France ramène l'avion chez elle, puisqu'il s'agit de ses ressortissants. C'est ou l'un ou l'autre. Et s'il fallait payer, si j'ose dire, le retour de l'avion et le sauvetage de nos compatriotes de difficultés avec le gouvernement algérien, j'y étais tout à fait prêt.
Dans la soirée du 25 au 26, la situation est totalement bloquée. Les autorités algériennes vont jouer leur dernière carte. Pour tenter de convaincre les terroristes de se rendre, elles sortent de prison et font venir à l'aéroport Abdelhak Layada, l'ancien chef du GIA, dont la libération est exigée par le commando. Furieux, Yahya refuse tout dialogue et décide de faire monter la pression. Si à 21h30 l'avion n'est pas autorisé à décoller, un otage sera exécuté. Peu avant l'expiration de l'ultimatum, c'est Yannick Beugnet, jeune cuisinier à l'ambassade de France, qui est dans la ligne de mire des terroristes. Celui qui a la bosse, il lui a dit bon, lève-toi maintenant. Il a dit qu'est-ce qu'il y a? Il a dit ouais, il lui a dit tu vas parler maintenant avec la tour. Il a dit ouais, mais d'accord, je fais ce que vous voulez, ne faites pas de mal. Non, il a dit non, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Après Yahya, il est venu, il a dit qu'est-ce qu'il y a? Tu viens, tu nous suis, tu te tais. Je m'appelle Yannick Beugnet, je travaille à l'ambassade de France et notre vie est en danger maintenant. Si vous faites rien, ils vont nous exécuter. Il faut absolument faire quelque chose le plus rapidement possible. Les autorités algériennes pensent à un coup de bluff du commando. L'appel désespéré de Yannick Beugnet reste sans réponse. Yahya profère de nouvelles menaces à l'encontre du ministre de l'Intérieur algérien. من الباب الاخرى والله ما على بالنا بكم على بالكم رحتوا مع ناس عندهم عقيده ثم هم رايحين يولوا اللور على بالك والله غادي انو ولا غنريحوا معكم انو حنا جنود الرحمن يا محاينك سمانا ربي جنود الرحمن حنا هما اللي نجاهدوا في الدين هذا ولا غنشوف نضربوكم وين نحبوا ووقت اللي نحبوا وما عندكم ما راح ديروا لنا وما تخوفونا بحتى حاجه فهمت يا سي شباب حنا الطوك راح نطبعوه لكم ديجا الباب راهم مليون تفتح ودوك تسمع لا نوفال كيفاش يضربوا بحبه ويطيحوا ليه ودير واش تحب واش تحب حنا ماناش مولين اللور ماناش مولين اللور شوف حنا شوف قادرين دوك نطربقوا على لافيون ونطوش ونواجهوا معاك فهمت كيفاش ماناش مولين اللور. J'ai entendu des coups de feu. J'ai dit ça y est, ils l'ont tué. C'était le soir, tard. L'indignation, la peur, l'horreur, quoi. Yahya a mis sa menace à exécution. Un des terroristes étale alors des journaux sur la flaque de sang avant de jeter le corps de Yannick Beugnet sur le tarmac. Un véhicule blindé des ninjas vient récupérer le cadavre. Yahya annonce alors que le commando va exécuter un passager toutes les heures si l'avion n'est pas autorisé à décoller. C'est très 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 dur parce que d'abord au bout de 2 jours on le connaissait, on a donc perdu quelqu'un de cher, mais surtout c'est toute notre stratégie de communication qui était anéantie, c'est-à-dire qu'ils étaient encore capables de tuer. Je leur ai dit, est-ce que ça va continuer comme ça? Est-ce que c'est ce que vous voulez? Vous voulez qu'on en tue un toutes les heures et puis on ne fait rien? Pas possible. C'est la mort de Yannick qui nous a permis de décoller. C'est-à-dire que là, je ne sais pas quelles ont été les négociations, mais on a eu l'autorisation de décoller 3 heures après. La passerelle où gisent encore les cadavres de 2 otages est retirée. C'est une victoire pour le commando et une défaite politique pour les autorités algériennes qui ressentent une vive humiliation. Les services de renseignement algériens restent persuadés que le commando est prêt à se lancer dans une opération kamikaze en France. Mais pour Paris, Alger devait céder. Et Alger a fini par céder. Le président Zeroual donne l'ordre de laisser décoller l'avion. En accord avec les autorités françaises, il refuse de ravitailler l'appareil en kérosène afin de l'obliger à se poser à Marignane. Quand on a décollé d'Alger, la première chose que j'ai fait, c'est d'aller me remaquiller, parce que je redevenais hôtesse de l'air et je refaisais un vol. Donc je me remaquillais, je me refaisais propre. Ce que nous redoutions, c'est qu'il y ait un attentat suicide sur Paris. C'est pourquoi j'avais donné l'ordre que l'atterrissage ait lieu à Marignane et qu'on ne bouge plus de Marignane. À partir de l'espace aérien français, l'Airbus est encadré par des avions d'interception.
Le ministre de la Défense a donné l'ordre d'abattre l'avion au cas où celui-ci dévierait de sa route et tenterait une opération suicide. Cela n'a jamais été rendu public. RTL 5h, les informations, Philippe Antoine. Bonjour Philippe. Depuis moins de 90 minutes, l'Airbus A300 d'Air France s'est posé sur l'aéroport de Marseille-Marignane. L'avion avec 172 passagers, dont une quarantaine de Français, a été dirigé vers la zone nord de l'aéroport où la visibilité depuis la tour de contrôle est excellente. Lorsque l'on arrive à Marignane, on a un énorme espoir. C'est que la situation s'arrange, que le détournement soit terminé. On a déjà obtenu de quitter l'Algérie, on a fait juste cette escale technique. Pour nous, on va à Paris, donc tout va être réglé, ce sera terminé. Le commando entame alors des négociations avec le préfet Alain Géhin. Les terroristes réclament 29 tonnes de kérosène pour se rendre à Paris, beaucoup plus qu'il en faut en réalité. Étant donné la crainte que l'avion ne se crache sur Paris, il est hors de question pour le préfet d'accéder à cette demande. Il va donc gagner du temps. Qu'il n'y ait pas de kérosène à Marignane un soir de Noël, bon, nous, ça nous fait un petit peu rigoler parce que on sait très bien que c'est faux. Puis après, la grève des essenciers, enfin bon, il se passe rien, on nous fait lanterner, on nous mène en bateau. Tu m'entends, monsieur le préfet? Oui, je vous écoute. Vous avez une heure et demie pour le décollage à Paris. Il est 8h10. Jusqu'à 9h40. Si le départ en temps, nous avons des choses à faire. Hein. C'est-à-dire tuer de nouveaux otages. À Paris, la cellule de crise se réunit. Nous avons fait le point sur la situation et aux environs de 9h du matin, j'ai donné l'ordre de l'assaut. On a des limites qui sont posées par le comportement des terroristes. En d'autres termes, si les terroristes tuent sur le territoire français, on ne peut pas rester sans réponse. Donc là, il y aurait eu intervention. Si le terroriste force le passage sur la piste pour redécoller, on ne peut pas non plus rester inactif. Je n'arriverai pas à convaincre qui que ce soit de porter un camion quand tout le monde a un peu peur. Moi, j'ai vraiment une difficulté là, et je ne vais pas pouvoir obliger un chauffeur à vous mettre un camion même à 300 mètres de l'appareil. Hein. Le préfet négocie ensuite avec les terroristes le ravitaillement de l'avion en café et en nourriture. On en arrive à faire des choses absolument incroyables quand on remet l'avion tout propre, qu'on commande des aspirateurs, que les passagers font le ménage. Elle a nettoyé et lui, il a mis le désodorisant. Il a dit, oh, comme ça va sentir bon et tout. Moi, j'aime la propreté, même le bon Dieu aime la propreté. C'est tout à fait inconcevable vu de l'extérieur, quoi. Même après, je me dis, c'est un peu étrange qu'on ait réussi à plaisanter, à rire, à avoir des fous rires comme on a pu en avoir, alors que c'était une situation qui était fondamentalement dramatique. L'ambiance est si détendue qu'un passager est autorisé à prendre des photos. Elles sont inédites. Et ils nous ont parlé d'une conférence de presse internationale qu'ils veulent organiser. Ils voulaient que toutes les télévisions du monde viennent les voir. Pour les négociateurs français, cette exigence des terroristes est une aubaine. Ils ont dit d'accord, nous allons les appeler. Et ils leur ont même fait croire à un moment donné que CNN ne peut pas venir puisqu'il n'a pas de correspondant à Paris. Il faut qu'ils aillent les chercher des États-Unis ou je ne sais pas d'où. Les passagers, les uns après les autres, se sont nettoyés. On a aussi pris des rasoirs électriques qui étaient dans les produits en vente. Et puis le commandant, le copilote et le mécanicien se sont rasés. Les 4 terroristes se sont rasés. Enfin bon, on s'est tous fait un petit peu propre, et tout ça dans l'optique d'une conférence de presse. En signe de bonne volonté, les terroristes libèrent 2 passagers.
les fait parler, ils nous exposent ce qu'ils ont vécu à bord. Je dirais que ces éléments-là, même si pour eux ils peuvent apparaître anodins, sont extrêmement intéressants au plan tactique. Comme il y a eu déjà ces relations entre nous, qu'on a réussi à parler et à établir un contact, ce fameux syndrome de Stockholm, s'il existe, il existe dans les deux sens. C'est-à-dire que non seulement nous sommes liés à eux, mais ils sont liés à nous. Les gens commençaient à s'accepter mutuellement. Les terroristes étaient moins agressifs et les otages s'étaient résolus à leur situation. Nous, on est avec eux depuis 48 heures. On est bien obligé de reconnaître leur détermination, mais leur parole, il faut voir que quand des passagers ont des problèmes, eh ben, ils s'intéressent à eux, et puis ils dialoguent ensemble. Et à la fin, ils leur ont dit, écoutez, les journalistes des télévisions eux-mêmes ont peur d'être pris en otage s'ils s'approchaient de vous. Ils ont dit qu'ils sont en train de jouer sur nos nerfs et tout, ils font exprès, ils sont en train de gagner du temps. Là d'attendre les journalistes, Yahya, le chef du commando, exige du commandant de bord qu'il déplace l'avion pour venir se positionner au pied de la tour de contrôle. La tension monte rapidement et jusqu'à un point très, très critique. Pendant 50 heures, ils ne savaient pas qu'il y avait un micro avec lequel ils pouvaient communiquer avec les passagers. Et quand ils l'ont découvert... Ils ont mis le poste à fond avec le Coran. Ils ont commencé à prier, 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 prier. Et ils se sont même relayés, Yahya et le flingueur là, ils se sont relayés pour prêcher. Ça ne parlait que de la mort et d'accepter la mort et même de la souhaiter. On pense que oui, il va se passer quelque chose de grave, mais je ne sais pas quoi. Ils ont ramené une bombe comme ça avec plein de fils et tout. Après, ils nous ont dit comme ça, on va l'exploser. Ils ont demandé aux passagers une montre à gousset pour pouvoir l'armer. Les gens ont été volontaires, ils leur ont remis des montres alors que c'était pour des minuteries pour faire exploser avec quelques bâtons de dynamite. Cette bombe, je vais aider Yahya à la fabriquer puisqu'il m'avait donné... Enfin, il avait des bâtons de dynamite puis d'autres choses, je ne sais pas quoi. Il m'avait demandé du sparadrap pour les assembler ensemble. On était tout près de la mort. Je sentais une odeur de la mort. Ça sentait mauvais. À un certain moment, c'était pas possible. Après, ils ont commencé à dire, ah ouais, de toute façon, on est là, et nous, on est fait pour mourir, on est des moudjahidines et tout. De toute façon, nous, on n'a pas peur, vous allez voir, on va tuer tout le monde. Ils menacent de tuer un nouvel otage pour 5 heures. Il est parti vers un steward, un vacancier. Il a dit, ouais, parce qu'il était fatigué, il dormait, il était allongé comme ça. Ensuite, il a dit, ouais, dors, tu vas bientôt dormir au paradis. À l'expiration de l'ultimatum de 17 heures, un terroriste tire sur la tour de contrôle où se trouvent les négociateurs. Il est clair que là, on est dans une situation qui motive l'intervention. Donc à partir de ce moment-là, la situation est irréversible. L'avion, dans cet avion, le cockpit, dans le cockpit, le commandant de bord, le copilote, le mécanicien navigant. Et à l'instant où les tirs sont appliqués sur la tour de contrôle, la situation pour le GIGN est la suivante. Dans le cockpit, 2 terroristes. Et à l'arrière de l'avion, près de la porte arrière droite et arrière gauche, 2 autres terroristes. Le schéma tactique qui est retenu, c'est un assaut dans le cadre d'un plan d'urgence qui vise à pénétrer par la porte avant droite, ici, au moyen d'un escalier mobile, par la porte arrière droite, ici, et par la porte arrière gauche. À quelques 200 mètres de l'avion, des tirs sont appliqués par les terroristes de l'arrière sur les escaliers auto-roulants qui sont à l'arrière. Ils ont reflué vers la cabine première classe pour organiser leur défense. Ça rentrait dans le cockpit
En ce moment-là, le GIGN, ils sont rentrés. Au moment de la pénétration dans l'avion, dans le cockpit, il y a 4 hommes. Le groupe qui pénètre par la porte avant droite, ici fait un barrage entre le cockpit et le reste de l'avion. Une fois que les terroristes ont été localisés dans le cockpit et que leur retour était impossible, il s'est agi de travailler vraiment avec beaucoup de précision parce que dans ce cockpit, il y avait aussi des membres d'équipage. Je crie, couchez-vous, couchez-vous. Et dès cet instant-là, c'est l'apocalypse. J'entendais Allahu Akbar. Dieu est grand, Dieu est grand. Et de l'autre côté, j'entendais oh les mains, personne ne bouge. Oh les mains, personne ne bouge. Mettez-vous par terre, mettez-vous par terre. Tout le monde, mettez-vous à plat ventre. Face à des gens qui vous tirent dessus, il ne peut pas y avoir de demi-mesure. Il faut être extrêmement rapide, il faut être extrêmement percutant. Il faut déployer une sorte de violence, mais de violence contenue. Alors que les gens qui pénètrent de l'arrière empruntent les couloirs latéraux pour venir au plus tôt sur l'avant prêter main forte au groupe de tête et procéder aux évacuations latérales par des toboggans de l'ensemble des otages qui sont situés dans l'arrière de l'avion. J'ai pris mon sac et j'allais sauter. Il m'a enlevé le sac, le GIGN, et l'a jeté. Il l'a jeté par terre, il m'a dit de sauter. Il m'a prise par les épaules et m'a jeté dans le toboggan. Je ne savais même pas où j'allais, je ne savais même pas quoi faire. J'étais là, je me retrouve en bas, en face d'un GIGN qui portait un masque. J'avais encore peur. Moi, j'étais bouillonnant, j'étais chaud, j'étais brûlant. J'avais la chair brûlante et quand je suis arrivé par terre, la terre était glacée. J'avais envie de la mordre, comme ça. J'avais tellement envie de la mordre pour rafraîchir un peu ce feu qui brûlait en moi. J'avais très très peur, il faisait très froid. J'étais à plein ventre et je pleurais, je hurlais, et je cherchais entre-temps ma nièce. J'étais comme ça, je rampais, je disais « Mariam, Mariam », je voulais me lever. Il m'a prise par la tête, il m'a dit « Non, ne vous levez pas, restez quand vous êtes, ne bougez pas, ne bougez pas ». L'opération d'évacuation est terminée lorsque chacun a été fouillé. Il ne faut pas que des exactions puissent être exercées par un terroriste qui aurait réussi à se dissimuler parmi les otages. Très rapidement, on a pu enlever une bonne part de la décision en préservant la vie des otages. Après, il y a eu quelques instants d'interrogation, savoir si on allait pouvoir pousser au plus loin notre logique d'engagement et préserver aussi la vie des 3 membres de l'équipage qui étaient dans le cockpit. Le copilote, qui ne peut pas bouger son siège, qui est complètement bloqué, ouvre la fenêtre latérale et saute à l'extérieur. L'espace libéré va permettre aux tireurs d'élite d'atteindre les terroristes depuis la tour de contrôle. Le GIGN a eu de nombreux blessés dans cette opération. 10 d'entre eux ont été atteints par balle ou par grenade, ce qui suscite quand même un traumatisme lourd chez les hommes qui interviennent. Les blessés, on les voit, on les entend, donc il y a des doutes qui peuvent apparaître dans les esprits. C'est le commandant de bord qui va annoncer que tous les terroristes ont été tués. Arrêtez! Il y a 2 Français au poste, ils sont tous morts. Arrêtez de tirer dans le poste. Il reste 2 Français vivants. Pour les Français! C'est du patron des Français! Pour les Français! 20 minutes après le début de l'assaut, l'opération est terminée. 10 des 30 gendarmes du GIGN ainsi que 7 passagers sont blessés. La France, suivie par tous les pays occidentaux, suspend ses liaisons aériennes avec l'Algérie. Le lendemain, à Tizi Ouzou, le GIA se vengera en assassinant 4 pères blancs. Les démineurs extraient la bombe que les terroristes exhibaient devant les passagers. Elle n'était qu'un leurre. En revanche, 800 grammes d'explosifs étaient dissimulés à l'avant de l'appareil. Les corps des 4 terroristes sont évacués à 21 h. Ils sont célébrés comme des martyrs par Jamel Zitouni. Lettre au faiseur de mort. Ô avant-garde du martyr. Peu importe la mort, du moment que c'est en musulman que je meurs. D'où qu'elle vienne,
c'est pour Dieu que je tombe. Ô paradis, je me languis de te savoir si près. Il me presse de m'abreuver de tes délicieux et frais breuvages. Rendez-vous à l'ombre du paradis. Cette apologie du martyr va faire des émules. Commenté par toute la presse islamiste, le détournement de l'Airbus va faire de Yahya et de ses complices les précurseurs d'une nouvelle forme de terrorisme. Quand j'ai vu les avions se cracher sur les tours jumelles de New York, j'ai continué intérieurement dans ma tête le voyage vers l'enfer. J'ai tout de suite pensé à la prise d'otage de décembre 1994. J'ai dit voilà, on allait mourir de la même façon. C'est ce qu'ils voulaient faire de nous, faire exploser l'avion en plein Paris. Voilà, ça aurait peut-être dû sonner un peu, donner un peu l'alerte sur la possibilité d'opérations de ce genre. Mais vous savez, c'est toujours la même chose dans les affaires humaines. Quand il y a un danger, on prend toutes les mesures, et puis bon, une fois le danger passé, ou qu'on croit passé, on commence à laisser aller les choses pour que la vie redevienne normale, et c'est à ce moment-là que ça risque de recommencer. En 1994, leur sort était entre les mains d'un commandant de bord. Le 11 septembre dernier, ils avaient leur sort entre leurs mains. Ils en ont fait ce qui était logique de faire de leur point de vue.